Léa, chapitre 15, Retour au pays. Un chapitre écrit par Catherine Roland. Le rivage s'éloignait. Le cœur lourd, Léa suivit des yeux ses amis qui, les uns après les autres, quittaient la plage en direction du village après un ultime geste d'adieu. Elle avait secrètement espéré qu'Azam, son cher maître de l'air, l'accompagnerait en volant jusqu'au petit triangle, mais ce ne fut pas le cas. Elle soupira, le cœur brisé. Peut-être était-ce mieux ainsi. Retarder le moment de la séparation la rendrait plus cruelle. Malgré sa tristesse, elle éprouvait du réconfort à naviguer de nouveau, à retrouver les oscillations familières de la houle, le bruit des vagues, l'odeur de sel. S'il n'y avait pas eu 2 soleils dans le ciel, elle aurait presque pu croire qu'elle était déjà revenue en Bretagne. Si seulement, maugréa-t-elle. On ne pouvait pas dire que Nobek avait été très explicite sur la manière de franchir le passage. Allait-elle devoir affronter une nouvelle tempête pour rentrer chez elle? Pourvu que le retour soit moins tumultueux que l'aller. « Quand tu seras prête, » avait dit le chef, « place la plume d'or à la proue, libère les mini-hutis et laisse opérer la magie. » Incertaine, elle reporta son attention sur la cage de verre qu'il lui avait confiée avec cérémonie. Des rames auraient été autrement plus utiles. En plus, il fait même pas nuit, marmonna-t-elle en observant les petites bestioles luminescentes. Elle s'agitait de plus en plus en poussant des couinements. « Ok, allons-y !» Elle fixa solidement la plume d'or à l'avant du bateau, puis souleva le couvercle. Les mini-hutis jaillirent aussitôt comme des diables hors de leur boîte et se répandirent en piaillant sur le fond de la barque. Surexcités, ils couraient dans tous les sens et faisaient des bonds désordonnés au risque de tomber à l'eau. En émergeant à l'air libre, leur éclat naturel s'était accentué d'un coup et ils brillaient d'une lumière presque aveuglante. Ils n'allaient pas prendre feu tout de même. Léa commençait sérieusement à envisager de les remettre en cage quand ils se figèrent. Puis, ils explosèrent sous ses yeux horrifiés. « Mais qu'est-ce que... » balbutia-t-elle sans aller jusqu'au bout de sa phrase. L'épaisse fumée générée par le phénomène commençait déjà à se dissiper. Les mini-hutis avaient disparu pour laisser place à une vingtaine de créatures semblables à des chauves-souris dorées qui s'envolèrent aussitôt. Estomaquée, Léa les regarda cercler autour de la plume pendant quelques secondes, puis elles se répartirent de chaque côté de la barque, répandant dans leur sillage une fine poudre d'or. Elles se mirent à battre des ailes à l'unisson, et l'embarcation fut violemment propulsée en avant. Le bateau fendait les vagues à une telle vitesse que Léa se demandait avec angoisse si la coque tiendrait le coup. Elle ne pouvait rien faire, n'avait aucun moyen d'interrompre ou même de ralentir cette course folle. En apnée, elle se cramponnait, priant Saint-Mathurin de lui venir en aide. Ensuite, la barque s'arracha des flots. Pendant quelques secondes, Léa eut l'impression grisante de voler, son embarcation suspendue en plein ciel, immobile. Puis l'esquif bascula, et presque à la verticale, entraîné par son étrange escorte ailée, il plongea sous les eaux. Léa. Il fallut quelques secondes à son esprit embrumé pour réaliser que c'était bien à l'intérieur de sa tête que venait de retentir son prénom. Stégus. En dehors du pauvre Zeng, c'était le seul de ses compagnons capable de s'adresser à elle mentalement. Cela ne pouvait signifier qu'une chose. Elle avait échoué. Malgré la plume d'or et les hutis chauves-souris, elle n'avait pas réussi à traverser. Elle n'était pas rentrée chez elle. Léa. Elle avait de nouveau fait naufrage. Bon sang, quelle honte! Si elle n'était même pas capable de barrer une toute petite embarcation de rien du tout, elle ferait mieux de changer tout de suite de boulot. Et en plus, maintenant la plume était perdue. Nobek lui en fournirait-il une autre? Et s'il n'en existait qu'une seule?
Cela voulait-il dire qu'elle resterait coincée ici à tout jamais? Léa, tu m'entends? Elle sentit son cœur s'emballer. Sa mère, son frère, elle avait tellement espéré les serrer enfin dans ses bras. Elle ravala un sanglot. La perspective de ne plus jamais revoir les siens la dévastait, certes, mais une autre évidence s'insinuait peu à peu. Elle allait retrouver Azam, et elle en éprouvait une joie féroce, coupable. « Léa, lève-toi! Où est-ce que tu étais? Tout le monde t'a cru morte. » « Mon sang, est-ce que les orgues étaient aussi collants? »« C'est bon, Stégus. Pas la peine de dramatiser. J'ai juste un tout petit peu chaviré. Il en faut plus pour venir à bout de l'élu, tu crois pas? »« De l'élu? Mais de quoi est-ce que tu parles? Et qui est Stégus? » Décontenancée, Léa ouvrit enfin un œil, reconnut la plage familière où elle avait échoué la première fois et qui ressemblait tant à celle de son enfance. Elle se redressa d'un coup, levant la tête en réflexe. « Nom d'un chien! Il n'y a qu'un seul soleil !»« Évidemment, il n'y a qu'un seul soleil !» dit Léa. « Est-ce que tu n'aurais pas passé ces 3 jours cachés dans la cave de Soisic, à siffler ses réserves de cidre ?» Chancelante, elle se releva, observant le chien qui remuait joyeusement la queue. « West, c'est bien toi? »« Bien sûr que c'est moi !» répliqua l'épagnol, ponctuant sa phrase d'un jappement sonore avant d'ajouter en pensée « Il faut que tu viennes !» Manifestement, il n'était pas du tout perturbé que sa jeune maîtresse communique à présent avec lui par l'esprit. Se rendait-il seulement compte qu'avant, elle ne l'entendait pas? Elle avait un peu de mal à retrouver son sang-froid et il s'impatienta, lui donnant des petits coups de tête sur le genou. « Est-ce que tu vas bouger, bon sang? Loïc a besoin de toi. »« Loïc ?» s'exclama Léa, sentant son cœur s'emballer. « Qu'est-ce qu'il a? »« Il vaut mieux que tu viennes, » éluda un peu lâchement l'animal en s'élançant. Sans tergiverser davantage, elle se précipita à sa suite, traversant la plage à toute allure. L'un derrière l'autre, ils empruntèrent le petit escalier taillé dans le granit qui ramenait au port, foncèrent en slalomant entre les marins qui poussaient des exclamations de surprise en la reconnaissant. « Hé, c'est la fille Jourdan! Ah, la fille de Mick, la petite Léa! Elle a survécu au naufrage de la Marie-Jeanne! C'est un miracle !» Sourde à l'émotion et aux cris des pêcheurs, Léa courait à perdre haleine, les yeux rivés sur son chien, les pensées entièrement braquées sur son petit frère, terrifiée à l'idée qu'il ait pu lui arriver malheur. Que s'était-il passé, bon sang? Elle ne pouvait s'empêcher de penser à son dernier matin, quand elle avait écouté à sa porte avant de rejoindre son oncle Tristan au port. Il lui semblait encore entendre sa respiration trop courte, trop hachée. Pourquoi n'avait-elle pas alerté sa mère? Elle savait pourtant que Loïc avait les poumons fragiles et que chez lui, la moindre infection dégénérait très vite. Le docteur Quedel l'a mis sous antibiotiques, mais son état s'est encore aggravé, expliqua West, sans cesser de galoper, confirmant les pires craintes de Léa. Il veut l'envoyer à l'hôpital pour le placer sous oxygène. Sous oxygène? C'était si grave! Léa éclata en sanglots et força encore l'allure, atterrée et révoltée à la fois. Ce n'était pas possible. C'était un cauchemar, un vrai cauchemar. Ils arrivaient en vue de la maison. Les murs blancs, les volets bleus, les buissons d'hortensia sur le devant. C'était le refuge de son enfance, son paradis que si souvent, ces derniers jours, elle avait rêvé de retrouver. Rien de mal ne pouvait arriver ici, elle l'avait toujours pensé. La mort lui avait déjà pris son père, elle ne la laisserait pas emporter son petit frère aussi. Elle remonta l'allée à toutes jambes, projetant des gravillons partout, et déboucha comme une bombe dans la maison. Toutes les têtes se tournèrent vers elle, et les conversations s'interrompirent brutalement. « Léa, c'est bien toi ?» La voix de son oncle était étranglée par l'émotion. Elle le vit vaguement, à l'autre bout du salon, s'extirper avec peine du fauteuil où il sanglotait. Elle ne lui accorda pas plus d'attention qu'aux quelques voisins venus jusque chez eux attendre des nouvelles du petit malade.
4 à 4, elle monta les marches de l'escalier étroit, gagna le couloir qui menait aux chambres. Elle n'était partie que depuis 3 jours, à ce qu'avait dit West, mais tout lui semblait différent, plus petit que dans son souvenir. Le pas moins assuré, elle avança jusqu'à la chambre de son frère, sentant fondre sur elle une peur terrible, paralysante. Même dans les moments les plus sombres de ses aventures, même quand son père était mort ou quand elle avait combattu le terrifiant Wargok, elle n'avait pas éprouvé une telle détresse, un sentiment d'impuissance aussi grand. Qu'allait-elle trouver derrière cette porte? Était-il déjà trop tard? « Allons, petit mousse, tu dois te montrer brave. » Elle chassa du revers de la main les larmes qui perlaient à ses cils, et résolument, elle poussa le bâton. Loïc était étendu sur son lit, inerte, abominablement pâle. Leur mère était assise sur une chaise à côté de lui. Elle étreignait sa main avec tendresse, faisant de visibles efforts pour ne pas pleurer. Debout de l'autre côté, le docteur Quaddel auscultait l'enfant, le front soucieux. Léa fit un pas à l'intérieur de la chambre, West dans son ombre. Le plancher craqua. Sa mère sursauta et sembla sur le point de s'évanouir d'émotion en découvrant sa fille. Léa s'était jurée de se montrer courageuse, de se comporter comme la digne fille de son père et de ne pas craquer. Mais ce fut trop pour elle. Tandis que sa mère se levait en vacillant, elle fondit en larmes et se jeta dans ses bras. « Ma chérie, tu es revenue, c'est un miracle. Docteur, vous avez vu, c'est Léa, ma petite fille. La mère nous l'a rendue, elle est là. » Elle ne pouvait plus s'arrêter de parler. Elle n'arrivait pas à en croire ses yeux. Elle ne voulait plus la lâcher. Elle lui touchait les cheveux, le visage, les mains, les bras, ébahie de voir soudain réapparaître son enfant perdu. Bouleversée, Léa finit pourtant par se dégager avec douceur. « Maman, qu'est-ce qui s'est passé ?» Le docteur répondit à la place de Madame Jourdan. « Il a une pneumonie très sévère. Les 2 poumons sont atteints et nous avons déjà essayé plusieurs antibiotiques. Mais malheureusement, aucun médicament ne semble efficace. Pauvre petit, si seulement j'avais le traitement magique. » Le brave praticien secouait la tête, défait. Il avait continué à parler, mais Léa n'entendit pas la suite. Le traitement magique? Était-ce bien ce que le docteur Quaddel avait dit? Malgré elle, elle poussa un cri, s'attirant des 2 adultes un regard déconcerté. Le traitement magique? Mais elle l'avait! Le cadeau d'adieu de Seth, le filtre concocté par le peuple des guérisseurs que le patrouilleur avait négligé d'utiliser jusqu'au bout. Comme il avait été bien inspiré finalement de ne pas suivre à la lettre les recommandations de Machimba. Follement soulagée, elle fouilla dans sa première poche. Elle portait son ample pantalon imperméable de marin, retrouvé sur la plage au moment de son départ, et qu'elle avait enfilé par habitude autant que par superstition. Les poches étaient d'une profondeur improbable, mais sa main revint vide. La respiration un peu accélérée, elle la plongea aussitôt dans la seconde. Le docteur et sa mère la dévisageaient sans comprendre. « Je vais le trouver, je suis sûre que je l'ai mis dans celle-là » murmura-t-elle après avoir une nouvelle fois fait chou blanc, de plus en plus tendu. « Que cherches-tu, Léa ?» questionna sa mère en voyant sa fille changer de couleur. « Oh non, c'est pas vrai, je l'ai perdue !» Ses jambes se dérobèrent sous elle et elle s'effondra sur la chaise que Madame Jourdan venait de quitter, au bord du malaise. « Léa, mais qu'est-ce qu'il y a ? Docteur, examinez-la s'il vous plaît, elle se sent mal. » Le regard fixe, luttant contre la nausée, la jeune fille laissa le médecin lui soulever le bras pour lui prendre la tension sans opposer de résistance, complètement abattue. Elle ne pouvait pas le croire. Elle avait perdu le seul moyen de sauver son petit frère, et elle n'avait même plus la plume d'or qui... La plume d'or ? Mais bien sûr! Pourquoi n'y avait-elle pas pensé plus tôt? Mue par un espoir fou, elle bondit sur ses pieds, arrachant au docteur un léger sursaut. « Il faut que j'y retourne !» hurla-t-elle. « Hein? Mais où ?»
Dans l'autre monde! Je suis sûre que c'est possible. La première fois, je suis passée sans la plume. Machimba me donnera un autre filtre magique et je pourrai sauver Loïc. Ne vous en faites pas, nous avons vaincu Wargok le Cruel, les Milvus, les Sans-Noms et toutes les sales créatures du territoire des pierres. Il n'y a plus rien à craindre. Elle était si enthousiasmée par son projet qu'elle ne remarqua même pas leur mine abasourdie. Sans une hésitation, elle se précipita vers la porte. « J'en ai à peine pour quelques heures. Je connais le chemin, et puis avec un peu de chance, Azam sera encore dans le coin et me prendra dans ses serres pour m'emmener jusqu'à la guérisseuse. En volant, c'est carrément plus rapide. » Elle avait jeté les derniers mots par-dessus son épaule, sans se soucier de regarder devant elle, tandis qu'elle se ruait dans le couloir. Dans la seconde suivante, elle eut l'impression de percuter de plein fouet un mur de béton. Elle rebondit sur l'obstacle et tomba assise, sonnée. « Léa, est-ce que tu crois que c'est vraiment le moment de faire la folle ?» rugit la voix de Tristan, venant de l'escalier. Puis son oncle ajouta plus posément « Je voulais que ton ami attende en bas, mais il a insisté. » Encore secouée par la violence du choc, Léa se frotta machinalement le front, s'efforçant de refaire le point. Elle était toujours assise par terre, et West lui léchait la joue avec effusion. Elle le repoussa, contrariée. Un mur. Avait-on idée d'installer un mur au milieu d'un couloir? Bon. Ses pensées gelèrent avant de formuler le dernier mot. Le mur avait des pieds. De jolis pieds d'ailleurs, qu'elle connaissait très bien. « Salut Léa », fit une voix de velours qui, elle aussi, était diablement familière. Elle ouvrit la bouche, la referma. Elle n'arrivait plus à parler. Une main solide se matérialisa devant elle, l'invitant à se relever. Avec des gestes d'automate, elle se remit debout. « J'ai fait un long voyage », souffla Azam, légèrement déçu. « Je pensais que tu serais un peu plus contente que ça de me voir. »« Mais comment ?» balbutia-t-elle, les yeux toujours obstinément baissés. « Stégus peut lire tes pensées, je te rappelle. Quand on a su que ton petit frère était malade, on a tous été d'accord pour t'apporter une fiole de remède en remplacement de celui que tu avais perdu. »« Que j'avais perdu ? Mais comment pouviez-vous savoir que je l'avais perdu ?» questionna Léa, la voix un peu aiguë. « Oh, les Léviathans sont tombés dessus en patrouillant dans le petit triangle. Mais c'est une autre histoire, » répliqua Azam, haussant les épaules avec désinvolture, tandis qu'il fouillait les replis de sa tunique. « Désolé d'avoir été si long. Il a fallu que j'attende que les vents soufflent dans le bon sens pour traverser sans encombre. »« Tu veux dire que tu as traversé le petit triangle en passant par les airs ?» fit Léa, estomaquée. « On peut ?»« Je peux », nuança Azam, avant de rappeler faussement modeste « Je suis un maître de l'air. » Saisie d'un léger vertige, Léa se passa la main sur le front, puis saisit la fiole que son ami lui tendait, osant enfin croiser son regard. Il la contemplait avec une tendresse infinie, et elle sentit aussitôt les petits papillons revenir batifoler dans son ventre. Elle avala sa salive avant de murmurer, presque timide, soudain, « Je dois guérir Loïc. » Il hocha gravement la tête. « Sauve ton frère, mon élu. » Il n'avait pas cessé de sourire. Elle se mordit les lèvres, puis se décida à demander, la voix un peu tremblante, « Tu vas rester ?» Elle appréhendait tant la réponse qu'elle avait envie de crier. Mais son maître de l'air la rassura d'un sourire. « Je ne suis pas venu de si loin pour déjà repartir. Je resterai avec toi tant que tu le voudras. » Léa hocha la tête, profondément émue. Sa mère venait d'apparaître sur le pas de la porte, intriguée par la présence du nouveau venu. Elle croisa son regard interrogateur, puis celui de son oncle. Elle allait avoir tellement de choses extraordinaires à leur raconter. Elle reporta son attention sur Azam, qui n'avait pas bougé. Il attendait, au milieu du couloir de sa petite maison bretonne, ses cheveux sombres frôlant la charpente,
les bras bien serrés le long du corps pour que ses ailes ne soient pas visibles. C'était mieux, effectivement. Le coup des ailes, sans ménagement, pour sa mère et Tristan, ça risquait de faire trop. « Pour toujours alors ?» murmura Léa. « Pour toujours », acquiesça Azam en souriant. Vous avez écouté Léa, un roman collectif des éditions Okama, par Catherine Roland, Marie-Christine Horn, Florence Herleman, Gilles Marchand, Carmen Arevalo, Juliette Nothomb, Mélanie Chapuis, Zelda Chauvet, Marilyn Stellini, Leila Bassein, Joanne Guillaume-Bachet, Laurent Feuz, Nicolas Feuz, Calikis. Un livre audio produit par Tell Me the Story, réalisé par Cornland Studio, et mis en voix par moi, Xavier Loira.